Bonjour à tous. Je pense que j'ai lu la déception de beaucoup d'entre vous en voyant que le président Moïse Katumbi n'a pas pu venir lui-même. Moi-même, j'ai été dépêché, un peu en catastrophe, parce que le président Moïse est empêché pour des raisons d'État et qui concernent aussi l'avenir et l'intérêt de notre parti politique. Étant entendu que c'est le parti qui a élaboré le programme et que le président Moïse en est le porteur, il a trouvé bon qu'un membre du parti le présente. Le secrétaire général étant empêché, parce que vous savez qu'il y a des concertations, il m'a donc désigné pour que je puisse présenter ce programme à sa place. Donc je demanderai pour cela votre indulgence. Pour le reste, mesdames et messieurs, chers journalistes, chers camarades membres d'ensemble et des partis amis, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom de notre leader et candidat président de la République, Katumbi Tchapwe, candidat numéro 3, et de notre parti politique, Ensemble pour la République, le programme 2024-2028 que notre parti, à travers son candidat président de la République, propose à la nation pour le prochain quinquennat. Ce programme qui s'intitule Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère et solidaire vous sera présenté selon un plan en 4 points. Premier point, aspiration et vision. Deuxième point, orientation stratégique et action à mener sur 4 piliers. Les 4 piliers qui sont la transformation institutionnelle, la transformation structurelle de l'économie, transformation sociale, transformation durable. Ces orientations stratégiques et actions à mener s'articuleront autour des objectifs, autour de l'objectif principal qui sera décliné en objectifs spécifiques par secteur et nous épinglerons quelques actions principales à mener pour atteindre ces objectifs, indiquant par des cibles et chiffres concrets dans certains domaines. En troisième lieu, nous parlerons du cadrage macroéconomique et financement du programme. Et enfin, il y aura la conclusion. Ici, je demanderai votre indulgence parce qu'il s'agit pour notre parti et pour nous d'un moment important. Comme vous aurez à le constater, ce programme se décline en 4 piliers, en 36 objectifs spécifiques, 291 actions, et ce programme est un programme qui a un coût de 141 milliards. Donc, il est important de savoir que les éléments que nous allons dégager ici concernent uniquement les quelques points saillants parce qu'il n'était pas possible de dégager l'ensemble des points et des actions à mener par ce programme. Donc, en ce qui concerne les aspirations et la vision, le candidat Moïse Katumbi Tchapwe ambitionne d'assurer une république démocratique du Congo stable, sûre et prospère pour tous. La vision se décline dans les objectifs quantitatifs suivants. Si vous pouvez mettre les objectifs quantitatifs. Voilà. Donc, nous avons le tableau qui décline les objectifs quantitatifs. Ce sont les objectifs sur lesquels, en fin de parcours, nous devrons être jugés. Nous pensons atteindre à l'horizon 2028 un taux de croissance du PIB de 14%, en partant d'un taux de croissance pour l'année prochaine, déjà 2024, de 10,5%, ce qui ferait un taux moyen de croissance d'environ 12% sur le quinquennat. Le taux d'inflation durant la période doit être maintenu, ça c'est un indicateur, à 6%. On sait qu'aujourd'hui, ce taux est autour de 28%. Donc, il faudra des actions énergiques
pour le ramener dès l'année prochaine à 6%. Et c'est un indicateur. Lorsque nous dépasserons, nous sommes en dehors des objectifs que nous devons atteindre. Le taux de mortalité infantile, infanto-juvénile, il doit être maintenu. Aujourd'hui, il est au-dessus de 60%. Il doit être maintenu en dessous de 60 enfants pour 1000 naissances. Ici, je pense que pour le reste, vous comprendrez bien que nous allons en parler dans l'ère des piliers, que nous avons un problème aujourd'hui dans notre pays de statistiques qui ne nous permet pas de fixer exactement où nous en sommes. Mais nous projetons que nous devons, en fin de période, après avoir instauré un système statistique fiable, tomber en dessous de 60%. Le taux de mortalité maternelle, nous sommes aujourd'hui au-dessus de 500 mortalité maternelle pour 10 000 naissances de mamans, et nous devons tomber en dessous de 350 mamans qui meurent en accouchant. Le taux de scolarisation, tient compte de toutes les personnes qui sont scolarisées et que parfois ne devraient pas être en état d'être scolarisées au niveau primaire. Donc ce taux est toujours au-dessus de 100%. Donc nous espérons récupérer, et donc nous allons passer de 125 à 135%. Nous espérons récupérer donc beaucoup de personnes qui ne sont pas encore scolarisées pour augmenter le taux de scolarisation. Le taux de décès en eau potable doit passer de 50 et inférieur à 50. Nous espérons passer à 50 à partir de l'année 2024 et passer à 65% en fin de période. Le taux de desserte en assainissement, le niveau de l'assainissement, nous sommes en dessous de 17,5 aujourd'hui. Nous espérons passer au-dessus de 50% en fin de période. Le taux de desserte en électricité, qui est inférieur à 25% aujourd'hui, nous espérons passer à plus de 40% de taux de désert en fin de période. Le taux de chômage est un élément non maîtrisé à ce jour parce qu'il n'y a aucune statistique qui indique quel est le niveau de taux de chômage. Nous supposons qu'il est supérieur à 80% et qu'il devrait passer en dessous de 70% en fin de période. L'incidence de la pauvreté, le taux de pauvreté, qui est au-dessus de 70%, devrait pouvoir passer en dessous de 35% en fin période. Voilà plus ou moins décrit, mais notre pays a des problèmes. Ouais, c'est bon, ouais.
Test, ok. This okay. This okay. Merci. Nous allons pouvoir poursuivre. Justement, c'est pour ça qu'il faut que ce pays change. Parce que ce genre de manque de professionnalisme doit pouvoir nous inquiéter. Alors, en ce qui concerne l'articulation de cette vision s'articule autour de 4 piliers. Le premier pilier concerne les transformations institutionnelles. Le contenu de ce pilier, son objectif principal, c'est la consolidation de l'État, de la démocratie, de la paix et la lutte contre la corruption. Les principaux défis auxquels nous devons faire face dans ce pilier sont le fait que l'environnement politique
sécuritaire et institutionnelle de la RDC se caractérise par une gouvernance chaotique, inexpérimentée et prédatrice. Une situation politique réfractaire à la démocratie, aux institutions fortes et au développement. Une situation sécuritaire fragile et instable, particulièrement à l'est du pays, et qui traduit l'impuissance des FARDC et le faible contrôle du gouvernement sur le territoire national. Une administration publique en rénovation, mais avec un personnel vieillissant, incontrôlé et un système de rémunération inéquitable et opaque. Un État faiblement institutionnalisé, mais fortement personnalisé autour du pouvoir politique. Un système judiciaire instrumentalisé, corrompu, dysfonctionnel et inefficace. Un processus de décentralisation inachevé et chaotique. Une insuffisance de l'appareil statistique dans l'accompagnement du processus de développement et une société gangrénée par une corruption omniprésente et multiforme. L'objectif principal sera donc de rebâtir progressivement un État congolais fort, fiable et stable et restaurer son autorité ainsi que sa crédibilité à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Sous ce pilier, nous avons 11 objectifs spécifiques. Il est clair que chaque objectif spécifique est accompagné d'un certain nombre d'actions. Je vous avais dit qu'il y avait 291 actions, donc je ne vais pas énumérer toutes les actions pour chaque objectif spécifique, mais je vais en relever quelques-uns. L'essentiel, c'est que vous compreniez que le plus gros et l'essentiel des secteurs de la vie communautaire de notre pays a été touché. L'objectif spécifique numéro 1 concerne notre FARDC. Parce que comme vous le savez, la priorité absolue pour Ensemble pour la République et pour le président Moïse Katumbi, c'est rétablir l'intégrité du territoire. Donc, pour cela, nous devons mettre en place une armée républicaine composée d'unités disciplinées, plus rationalisées, plus mobiles, plus professionnelles, mieux équipées et respectueuses des droits de l'homme. Pour atteindre cet objectif, des actions ci-après seront entreprises. 1. La restructuration de l'organisation des forces armées de la RDC pour simplifier la chaîne de commande. L'augmentation de la puissance de feu et de dissuasion des FARDC avec un recrutement massif des jeunes et l'acquisition d'équipements modernes. L'augmentation de la solde et des allocations familiales des militaires. Je pense que vous avez suivi le président de l'ensemble, notre candidat Moïse Katumbi, qui a dit que l'un des principaux problèmes que notre armée connaît, c'est la motivation. Cette armée qui est mal payée ne peut pas être suffisamment motivée pour gagner une guerre. Donc, dans le budget que nous comptons mettre en place, l'armée, l'augmentation des salaires, de la solde des militaires et des frais de ménage doit être sérieusement considérée. L'introduction de l'assignation directe dans les juridictions militaires pour bannir l'impunité des officiers réputés intouchables. La construction progressive des casernes en dehors des villes. La nomination des commandants des unités à tous les échelons sur base de la compétence, la bravoure et la moralité, et non sur base du favoritisme et du népotisme. L'interdiction d'affectation des commandants d'unités dans leur province d'origine. Vous savez très bien qu'à l'Est, beaucoup de commandants locaux sont devenus pratiquement des chefs coutumiers et refusent d'être mutés dans d'autres provinces. Donc, avec l'avènement de Moïse Katumbi, il ne sera plus question que les commandants soient des chefs coutumiers et qui soient originaires de leur province. Lié à cet objectif central de restauration de la paix et de la sécurité, nous allons prioriser les conflits devenus endémiques de l'Est du pays avec pour principal objectif d'anéantir toutes les forces négatives en vue de rétablir la paix dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. À cet effet, nous allons allouer dans les 5 prochaines années 11,3 milliards de dollars au secteur de la défense, dont 7,1 milliards en dépenses courantes
et 4,2 milliards en dépenses d'investissement. Les dépenses courantes représentent une moyenne annuelle de 1,4 milliard de dollars et constituent une augmentation de 56% par rapport à l'actuel budget qui est de 899 millions de dollars. Nous allons assigner les dépenses courantes à la formation de 10 brigades de forces de réaction rapide qui seront déployées dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri, ainsi que l'augmentation de la solde des militaires et des fonds de ménage. En termes d'investissement, nous allons construire 3 bases militaires dans les provinces sud-visées pour abriter ces brigades qui seront chargées non seulement de protéger les populations, mais aussi de redynamiser les économies locales à travers leur participation dans les agropoles. L'objectif numéro 2 concerne la police. Il s'agira de mettre en place une police nationale républicaine, disciplinée, capable de maintenir l'ordre public dans le respect des droits de l'homme. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le renforcement des capacités de la police nationale congolaise par un recyclage régulier des policiers. La dotation de la PNC d'équipements modernes et adéquats. Le renforcement des effectifs de la police par un recrutement des jeunes dans toutes les provinces du pays. L'augmentation de la rémunération des policiers et l'interdiction de l'affectation des commandants d'unités dans leur province d'origine. À cet effet, nous allons consacrer au cours de notre mandat une somme de 2,5 milliards à ce secteur, dont 1,75 milliard en dépenses courantes et 750 millions en dépenses d'investissement. Ces dépenses courantes représentent une moyenne annuelle de 350 millions de dollars, soit un accroissement de 19% par rapport au montant assigné actuellement. Objectif spécifique, comme vous le savez aujourd'hui, l'ANER dépend de la présidence de la République, ce qui fait que l'administrateur général de l'ANER ne peut jamais être interpellé, même par le Parlement ou même par la Commission défense et sécurité, parce que dépendant de la présidence de la République, ce qui n'est pas normal. La cessation des poursuites politiques et la restriction des actions de l'ANER uniquement aux infractions contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. On doit sortir des phénomènes où aujourd'hui l'ANER est occupée à arrêter les gens pour des questions de dette ou des querelles de ménage. Donc, ils doivent s'occuper uniquement des questions qui touchent à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. La professionnalisation et le renforcement des capacités des agents des services d'intelligence. Aujourd'hui, on sait que dès qu'on a un cousin, il y a un administrateur général, il devient agent de l'ANER, il n'est même pas au courant lui-même de ce qu'il doit faire. Il faut des services secrets, professionnels, qui doivent être véritablement des services secrets. Objectif spécifique 4. Pour les mandataires publics, renforcer la légitimité et la redevabilité des mandataires publics dans le strict respect de sa constitution, de la Constitution et de ses lois, et dans l'unique intérêt des populations. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le bannissement de l'ingérence de la présidence dans les affaires parlementaires et judiciaires. Aujourd'hui, les parlementaires qui sont là savent que de temps en temps, même le président de l'Assemblée nationale nous dit « le président a dit ». Il y a un mot d'ordre venant de la présidence. Ça doit être banni dans la gestion de présidence. Absolument. L'interdiction aux membres des bureaux des assemblées délibérantes de cumuler les fonctions publiques avec celles des partis politiques. Oui. Aujourd'hui, vous avez vu que nous avons des présidents de l'Assemblée, présidents du Sénat, qui sont membres des bureaux d'un groupe politique déterminé, ce qui n'est pas normal. Ils doivent redevenir l'église au milieu du village. Le renforcement des procédures de contrôle parlementaire des gestionnaires publics, en ce compris ceux des services spécialisés de la police nationale et de l'armée. Aujourd'hui, il est clair que, je l'ai dit pour l'année, c'est difficile de convoquer les uns et les autres
surtout pour le contrôle parlementaire, parce qu'il se cache sous certaines couvertures. La responsabilisation des secrétaires généraux dans la coordination et le contrôle des affaires des ministères. La répression systématique des mandataires poursuivis pour détournement des deniers publics ou corruption. Objectif simple à l'égard du chef de l'État dans la désignation du président de son bureau dans le but d'améliorer le système électoral et de restaurer la crédibilité du processus électoral. Pour réaliser l'indépendance de la CENI, les actions ci-après seront entreprises. La désignation du président de la CENI parmi les personnalités issues de la société civile par consensus des trois composants. La décentralisation de la CENI, la désignation exclusivement de personnalités indépendantes, non affiliées et n'ayant jamais appartenu aux organisations politiques pour les composants comme membres du bureau de la CENI. Pour renforcer la légitimité des élus, les actions ci-après seront entreprises. La restauration du scrutin majoritaire à 2 tours pour l'élection présidentielle et son insertion dans les blocs des dispositions verrouillées par l'article 220 de la Constitution. Il faut rappeler ici que lorsque nous faisions ensemble l'opposition avec l'actuel chef de l'État, il était convenu que cette disposition devait être remise dans la Constitution, mais malheureusement, avec le coup du pouvoir, on a trouvé qu'il était bon de laisser le système tel qu'il est. Mais nous devons le mettre dans les systèmes verrouillés, parce qu'il n'est pas normal qu'un grand pays comme le Congo, quelqu'un qui est minoritaire, aujourd'hui, notre pays, un président peut être élu avec 12% de voix. L'essentiel, c'est qu'il soit le premier dans la liste des candidats, ce qui n'est pas normal. Il faut revenir à une situation telle que le président est élu par la majorité absolue. L'introduction du double degré de juridiction pour le contentieux des élections législatives et sénatoriales devant la Cour constitutionnelle. Ça, je crois que les blessés de guerre qui sont ici savent pourquoi on demande la double juridiction. L'allocation annuelle des crédits budgétaires à l'organisation des élections, suivie de la régularité de leur découverte par le gouvernement et le contrôle rigoureux de leur utilisation par l'Assemblée nationale à travers la Cour des comptes. Objectif 6, pour la diplomatie. Mettre en place une politique étrangère volontariste, affirmatrice de la souveraineté de la RDC et principalement orientée vers le renforcement des liens économiques, le développement des échanges commerciaux et les partenariats mutuellement avantageux. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Le règlement du contentieux né du non-paiement des créances vis-à-vis des États, des institutions internationales, des tiers étrangers et des diplomates et leurs familles dû au non-rapatriement des diplomates. Je pense que dans le gouvernement de Moïse Katumbi, il sera important de rétablir la dignité de notre pays. Vous savez comment nos diplomates sont humiliés parce qu'ils sont abandonnés après avoir été chassés ou mutés sans frais de rapatriement et ils deviennent des mendiants à l'étranger. Et ça déshonore notre pays. Les dettes cumulées au niveau des institutions internationales ne permettent même pas qu'on puisse proposer des Congolais à des postes que normalement nos compatriotes ont. La rationalisation, la professionnalisation de la carrière diplomatique, recrutement, promotion et rotation. Les diplomates doivent être des diplomates de carrière et non pas remplir la diplomatie des cousins et des enfants. La rationalisation des représentations diplomatiques par recrutement stratégique de focalisation, la redynamisation et le positionnement de la RDC sur les questions stratégiques, notamment la gestion durable de la biodiversité, la transition énergétique juste et équitable. Objectif 7, pour la justice. Doter la RDC d'un système judiciaire indépendant, impartial et accessible. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises.
l'augmentation de la rémunération des magistrats. Il est clair que la misère dans laquelle vivent certains magistrats est à la base de la corruption et de la corruption. L'octroi d'une prime d'éloignement aux magistrats affectés dans les territoires éloignés des grands centres urbains. L'attribution à l'inspectorat général des services judiciaires de prérogatives d'instruction en matière disciplinaire pour le compte du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, vous savez mieux que moi que les magistrats sont des petits rois. Il n'y a aucun magistrat pratiquement qui est poursuivi lors d'un quand il commet des graves infractions, notamment en matière de jugement. La construction des prisons modernes, l'augmentation des effectifs de magistrats, la rationalisation de leurs affectations et le renforcement de leurs capacités. La création d'une école nationale pour la formation et le recyclage des magistrats et l'implication du barreau dans la gestion du pouvoir judiciaire. Nous allons profondément réhabiliter le pouvoir judiciaire afin d'affirmer son indépendance et son impartialité et lui permettre par conséquent de jouer pleinement son rôle de gardien de la paix sociale et de rempart contre l'arbitraire. C'est pourquoi un budget de 1,4 milliard en dépenses courantes et 400 millions en capital pour non seulement augmenter substantiellement la rémunération des magistrats et les frais de fonctionnement des juridictions, mais aussi et surtout pour construire des palais de justice décents à travers la République. Objectif 8, pour la lutte contre la corruption. L'objectif est de lutter efficacement avec le concours significatif de la société civile contre la corruption sous toutes ses formes. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui la corruption gangrène notre société et à la base du coulage des recettes. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. La création d'une commission d'éthique et de transparence chargée du contrôle et du suivi des patrimoines des agents et mandataires de l'État, y compris des magistrats et des agents de services spécialisés, dont l'armée et la police. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas une commission d'éthique. Ceux qui sont visés, c'est essentiellement les politiques, probablement avec raison. Mais dans les autres services, la DGI, l'OFIDA, même les services de sécurité, quelle est la personne ou l'institution qui est en train de suivre l'évolution de leur patrimoine? Des gens deviennent millionnaires dans ces services du jour au lendemain parce qu'ils ne déclarent rien à l'entrée, rien à la sortie. Donc il est important que leur patrimoine soit suivi. L'organisation dans les 100 jours, donc après 100 jours après la prise du pouvoir, des audits externes dans les services percepteurs des recettes de l'État, ainsi que les services de l'État, y compris les services spécialisés. La récupération par toutes les voies légales des biens et deniers publics spoliés ou détournés. La dotation de la Cour des comptes et l'inspection générale des finances des moyens d'action suffisants à l'apport du soutien politique pour l'accomplissement de leurs missions respectives. Le renforcement des capacités de l'Observatoire congolais d'éthique professionnelle. Objectif numéro 9, pour la fonction publique. Moderniser la fonction publique, maîtriser les effectifs de la fonction publique, améliorer la gestion du personnel, accélérer la réforme du système des primes pour l'asseoir sur la performance, réformer les structures et les services de la fonction publique. On ne va pas s'étendre parce que c'est une matière très vaste et on risque d'y passer la nuit. Donc, on vous donne les axes principaux sur lesquels nous allons agir. Objectif 10, participation citoyenne et décentralisation. Permettre aux populations congolaises de participer réellement et activement à la vie publique, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines qui les concernent directement et pour promouvoir la démocratie à la base. Renforcer les capacités du personnel politique et administratif des entités territoriales décentralisées. Doter les ETD des ressources substantielles pour leur fonctionnement et leur développement.
Objectif 11, et enfin, pour souligner, amélioration et revitalisation du système statistique national pour la collecte, le traitement, la diffusion et l'utilisation des données de qualité en appui à la formulation, la mise en œuvre et le suivi d'évaluation des programmes et projets de développement du pays. Cet aspect qui est généralement un aspect négligé, moi en tant qu'ancien ministre du plan, j'y tiens particulièrement. Aujourd'hui, notre pays, nous ne savons même pas depuis 40 ans exactement combien nous sommes à travers la République. On ne connaît pas. Il n'y a pas eu de recensement. Nous évoluons depuis 40 ans par estimation. Nous ne savons pas quelle est notre production, notamment dans le secteur agricole. Nous ne savons pas quel est le taux de mortalité. Nous ne savons pas quel est le taux de naissance. Donc nous évoluons d'estimation en estimation et il est impossible de faire une vraie politique de développement sans les statistiques. Donc c'est pour ça que dans le programme, le statistique revêt une importance. Le pilier numéro 2 concerne la transformation structurelle de l'économie. L'objectif principal, c'est d'assurer une croissance économique robuste, inclusive et résiliente, d'assurer la sécurité alimentaire, augmenter le revenu des producteurs et du gouvernement et améliorer la balance commerciale agricole en réduisant les importations et en augmentant les exportations. Pour atteindre ces objectifs, les actions ci-après seront entreprises. La création des zones agricoles protégées, le développement de la filière semences et le projet d'appui aux engrais, la mécanisation agricole, la mise en place d'une unité de transport de producteurs, la construction et la réhabilitation des routes de desserte agricole, l'appui aux femmes dans le développement agricole et la diffusion des meilleures pratiques agroécologiques, l'appui à la création de microfermes pour les jeunes agro-entrepreneurs, l'acquisition et la diffusion de matériel végétal, bouture saine de manioc, pousses de bananier, plantes de cacao, etc. et d'équipements agricoles. Le développement d'une agriculture contractuelle associant les entreprises commerciales à l'agriculture paysanne avec une implication progressive d'investissement privé dans une approche chaîne de valeur. Pour ce faire, au cours de la période couverte par le programme, nous allons consacrer 7,1 milliards au secteur de l'agriculture, soit 5% du coût global du programme, et du développement rural, USD 4,95 milliards en dépenses courantes et pour le pays. En termes d'investissement, nous allons développer et rendre opérationnels 52 agropoles à raison de 2 par province pour un total de 858 millions de dollars. Ces pôles modernes de développement agro-industriel faciliteront la mise en réseau de l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur agricole avec un accent particulier sur les petits producteurs dans les filières spécifiques à chaque territoire. Afin de rendre effectifs ces pôles et d'assurer leur approvisionnement en intrants, un fonds de 1,3 milliard sur 5 ans sera dédié au financement des petits producteurs individuels, petites et moyennes entreprises avec un accent particulier sur celles détenues par les jeunes et les femmes en conformité avec nos engagements sur le pilier 3. Ce fonds sera géré par une banque d'investissement agro-industriel qui sera créée à cet effet. En outre, 145 institutions, une institution par territoire d'enseignement et de formation technique et professionnelle de qualité seront construites et opérées en symbiose avec ces pôles dans les filières agricoles spécifiques à chaque territoire. Objectif spécifique 2 pour l'industrie. Créer un tissu industriel compétitif et dynamique afin de permettre au pays de mieux se positionner sur la chaîne de valeur qui est une source majeure de richesse et de création d'emplois décents. Pour atteindre cet objectif, un plan de prospérité et d'émergence de la RDC sera développé. Les actions ci-après seront entreprises. La mise en place d'importantes interventions financières et appui au partenariat public. Le développement des zones industrielles spéciales, des zones franches
et points forts dans tous les territoires. La mise en place d'un programme d'amélioration de la compétitivité de l'offre exportable. L'appui à la mise en place d'une et de plusieurs banques d'investissement. Le développement d'un cadre de consolidation public-privé, la maîtrise de la fourniture en énergie électrique. Vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement industriel sans avoir maîtrisé la question de l'énergie électrique, parce que l'énergie électrique, la fourniture en électricité, est un frein majeur pour la création des industries. Objectif spécifique 3, pour le tourisme et la culture. Créer un environnement favorable au développement de l'industrie touristique et culturelle afin de porter sa contribution au PIB à 8% dans les 5 prochaines années. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. La sécurisation des sites touristiques, la diversification et l'élargissement de l'offre touristique, la remise en place des infrastructures d'appui aux activités touristiques, la construction des infrastructures d'offres touristiques et de loisirs, la viabilisation des sites touristiques existants et la mise en place d'une politique sectorielle favorisant le tourisme. Objectif spécifique 4 pour le numérique. Digitalisation des tissus économiques dans toutes ses composantes institutionnelles, légales, infrastructures. Objectif spécifique 5 pour l'immobilier. La promotion et la gestion d'une urbanisation durable à travers tout le pays. De manière pratique, la stratégie de développement de la promotion immobilière entend offrir des réponses en faveur du développement du secteur immobilier dans le but d'en faire une source de création de richesses, d'emploi et d'amélioration du bien-être de la population par l'amélioration du cadre de vie et des recettes pour l'État. Il est clair que surtout pour ceux qui vivent à Kinshasa, on voit tous les jours des immeubles poussés, mais sans qu'on sache exactement en quoi ça profite à la République démocratique du Congo. Donc il faut toute une politique pour l'immobilier de manière à ce que l'État s'y retrouve et que les emplois soient créés. Pour atteindre cet objectif, nous avons une action majeure, c'est la mise en place d'un programme de gouvernance de la promotion immobilière afin de renforcer le cadre institutionnel, juridique et organisationnel du secteur immobilier. Objectif spécifique 6 pour les infrastructures. L'objectif est de développer, réhabiliter les infrastructures de soutien à la croissance, notamment celles relatives au transport et à l'énergie. Pour atteindre cet objectif, des actions ci-après seront entreprises. Dans le sous-secteur routier, la réhabilitation et l'entretien des routes existantes, le développement de nouveaux axes routiers, la mise en place d'un plan d'investissement routier. Dans le sous-secteur ferroviaire, la réhabilitation des réseaux ferroviaires incluant les voies ferrées et le matériel roulant et la relance du trafic ferroviaire urbain à travers le pays et dans les grandes villes. Dans le sous-secteur aérien, être desservi dans le cadre d'exploitation des compagnies aériennes nationales. Donc, à raison d'un aéroport par province. La réhabilitation de Congo Airways et la remise sur les rails de la bonne gestion et de la transparence par le développement de cette entreprise sur la base d'un modèle PPP. Il n'est pas normal qu'un aussi grand pays comme le nôtre, la seule compagnie nationale d'université n'existe plus. Il est prioritaire pour nous et pour notre programme qu'il y ait une compagnie nationale fiable. Donc, la réhabilitation est dans le sous-secteur maritime, l'aménagement des voies navigables et la réhabilitation des quais fluviaux, la réalisation des investissements portuaires majeurs, le désensablement des ports fluviaux et la création d'un fonds d'entretien des voies navigables. Dans le sous-secteur électricité, la réhabilitation des infrastructures de production, de transport et de distribution de l'énergie. Dans le sous-secteur de l'eau, la création de nouveaux centres de production d'eau potable dans tous les chefs-lieux de province et autres villes secondaires et la réhabilitation des centres de production
production et des réseaux de distribution existants dans tous les chefs-lieux des provinces et autres villes secondaires. La multiplication des accès, des points d'accès de l'eau potable en milieu rural. Concrètement et à titre illustratif, pour les 5 prochaines années, nous réaliserons des actions ci-après. Le bitume de 5000 km de route nationale, ce qui s'ajoutera aux 4781 km de route en bon état, sur un total de 19 882 km de route nationale. La construction et la réhabilitation de 15 000 km de routes de dessert agricole sur un total de 34 447 km. La réhabilitation du chemin de fer Kindu, Lubumbashi, Sakani, Kalemi, Kabalo, Kamina, Mwenedi, Kinshasa, Matadi et Ubundu, Isangani. La réhabilitation du chemin de fer Kolwezi, Benguela. La réhabilitation et la construction des mini-barrages panneaux solaires pour fournir l'électricité aux agriculteurs. La réhabilitation et la construction des réseaux électriques dans les grandes villes du pays. La réhabilitation et la construction des stations de distribution d'eau dans les grandes villes du pays et construction des forages d'eau dans les milieux ruraux. Objectif spécifique 7 pour le système financier. Promouvoir le développement du système financier en vue de soutenir le développement harmonieux du pays. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront conduites. La consolidation des fonds propres des banques, la restauration de la liquidité, de la solvabilité et de la rentabilité des banques en activité, la création d'une ou de plusieurs banques d'investissement pour financer le développement du pays, le développement d'un marché financier au pays en vue d'augmenter et de diversifier les sources de financement pour les entreprises, la création d'un environnement favorable à l'émergence de la microfinance et des coopératives d'épargne. Objectif 8, attirer les investissements par l'amélioration du climat des affaires. Les détails sont nombreux et très importants. Je crois qu'on en parle souvent. Je vais passer. Objectif 9, pour le secteur minier. L'objectif spécifique de ce pilier est l'augmentation de la contribution au PIB des biens et services liés à l'exploitation minière. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après doivent être réalisées. Création d'une filière industrielle à la pointe de l'innovation et du développement en fournissant, après des études de prospection dans toutes les provinces, une carte géologique nationale contenant des informations géologiques, géophysiques et géochimiques de base. Élaboration d'une stratégie de diversification minérale et des hydrocarbures dans le but d'augmenter la production des produits autres que le cuivre, le cobalt, le pétrole, le diamant, le coltan, entre autres. Le lancement de la production de lithium d'ici 2026. L'accroissement de la productivité et de la compétitivité durable de l'industrie minière et des hydrocarbures en atteignant l'investissement important dans la recherche et le développement de 0,2% du PIB sectoriel d'ici 2025. Il est important de souligner que dans le secteur minier, il n'est pas normal que des richesses comme le lithium dorment pendant de multiples années parce que les responsables politiques sont en train de se disputer des conditions entre eux. Il faut que cela s'arrête, c'est pour ça que nous faisons un deadline pour que la production du lithium se fasse d'ici 2026. Pilier 3, transformation sociale. Le contenu, c'est la valorisation du capital humain et la promotion de la prospérité partagée. Les principaux défis. Notre candidat président de la République mise sur une série de transformations sociales qui visent l'égalité sociale réelle entre les citoyens de ce pays. Il s'agit entre autres d'assurer l'égalité non seulement des droits au travail, à l'éducation et à la formation, à la santé, au logement et au minimum vital, mais aussi dans la distribution des richesses et ressources du pays, noyau de la justice sociale. Cette égalité, c'est aussi et surtout l'égalité des opportunités pour que tout un chacun puisse réaliser son potentiel.
L'objectif principal est d'assurer la fourniture et l'accès aux services sociaux de base à toutes les couches de la population congolaise, avec pour principe de base de ne laisser personne au monde pour une population heureuse, épanouie et productive. Nous avons 8 objectifs spécifiques qui seront poursuivis pour atteindre l'objectif principal. Objectif spécifique 1 dans ce pilier concerne l'éducation. Le système d'éducation doit être repensé pour lui permettre de préparer les apprenants à acquérir des compétences pour le marché du travail et la vie en accroissant l'accès, l'équité à tous les niveaux de l'éducation avec un accent particulier pour l'enseignement technique, professionnel et l'entrepreneuriat. Ici, il faut souligner que la réforme de l'éducation pour l'accès sur l'enseignement technique, il permet aux gens d'accéder directement au marché du travail sans aller à l'université. On en parle tout le temps, mais on ne le fait pas. Il faut qu'on le fasse. Dans ce pays, il est difficile aujourd'hui de trouver un soudeur ou un plombier convenable. Il est important que cet enseignement technique soit mis en place. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. L'amélioration de la qualité et de la pertinence de l'enseignement et le renforcement de la gouvernance du secteur. Le renforcement des capacités d'accueil du système par une augmentation soutenue des investissements publics et par la participation communautaire, construction et réhabilitation des écoles, équipement en banques et laboratoires. Il est clair que pour ceux qui sont candidats et qui circulent à travers le pays, aujourd'hui, on nous parle de la gratuité de l'enseignement, mais il n'existe pas pratiquement des infrastructures scolaires. Les enfants étudient à même le sol, les enfants n'ont pas de tableau et on fournit n'importe quelle qualité de l'enseignement. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous visons la quantité ou bien nous voulons un enseignement de qualité? Je pense que cet aspect d'investissement dans les infrastructures scolaires est un aspect important. C'est pour ça que notre programme nous aidera environ 8% de cet aspect. La revalorisation de la fonction publique enseignante par une meilleure formation initiale et continue et une amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Ceux qui, comme moi, sont élus de l'intérieur, connaissent aujourd'hui la qualité de nos enseignants. On ne sait même pas s'il faut des tests pour être enseignant, mais en tout cas, ils enseignent seulement ce qu'ils ont dans la tête et parfois, ce n'est pas ça qu'il faut pour les enfants. La révision des programmes scolaires pour y inclure les compétences à la vie, y compris l'éducation civique et une orientation vers les sciences, technologies et mathématiques. Objectif spécifique 2 pour la recherche. Renforcer les capacités institutionnelles du secteur de la recherche pour le développement, y compris dans les secteurs d'innovation de la 4e révolution industrielle. Dans notre pays aujourd'hui, la recherche a été considérée comme le grand pôle. Les chercheurs ne sont pas en carrière. Pour nous, nous devons relever ces défis parce que si nous voyons certains pays voisins, ce n'est pas l'innovation que ces pays ont pu avancer. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. L'augmentation des fonds alloués à la recherche, 1% du budget national, puis du PIB, progressivement donc vers 1% du PIB. Le ciblage du rapport de 1 chercheur pour 10 administratifs et de 1 chercheur pour 2 techniciens de recherche. L'augmentation du nombre de pôles de recherche en mettant l'accent sur la recherche pour le développement. Objectif spécifique 3. Pour la couverture de la protection sociale. Garantir à toutes les couches de la population une couverture de protection sociale efficace d'ici 2040. Vous verrez que l'horizon 2040 est un peu éloigné parce que la protection sociale n'existe toujours pas. Donc, nous devons commencer à la construire avec une protection totale efficace d'ici 2040 afin de réduire la vulnérabilité des populations
face aux risques économiques et sociaux d'une part, et de renforcer la résilience des communautés d'autre part. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. L'amélioration des conditions de vie de personnes de troisième âge, notamment grâce à la mise en place d'un programme de pension sociale efficace. La prise en charge holistique des sinistres, le développement d'un mécanisme national permanent de ciblage des personnes vulnérables, l'amélioration de l'accès aux services sociaux et infrastructures de base des personnes en situation difficile et la mise en place des mécanismes d'alerte précoce, de prévention et de gestion de la réponse aux catastrophes naturelles et aux épidémies. Objectif spécifique 4 pour la santé, accroître l'accessibilité et l'équité dans la fourniture des soins de santé de qualité. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. Garantir l'accès aux soins de santé de qualité pour tous en application de la loi 4 de décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique et la mise en œuvre du paquet complet des soins de santé primaires. Augmenter le taux moyen d'utilisation des services de santé. Actuellement, il est inférieur à 25%. Rendre véritablement opérationnelle la couverture sanitaire universelle pour tous les Congolais et pour tous les Congolais et particulièrement les plus pauvres et les plus vulnérables. Assurer le financement et une bonne gestion des dépenses de santé. Créer un environnement favorable de partenariat public-privé dans le secteur de la santé, spécialement avec les professions religieuses. Organiser la rivière. Objectif 5. Accroître le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement tout en promouvant le changement de comportement vis-à-vis de l'assainissement. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après sont la restructuration du secteur suivant la version et la du code de l'eau, le renforcement des cadres institutionnels et de coordination avec parmi les mesures phares la réforme de la région des eaux, la réorganisation des structures intervenant dans le sous-secteur assainissement, l'optimisation des investissements et des partenariats avec le secteur public, la réhabilitation d'infrastructures de production et distribution existantes et la mise en place de l'initiative village assainis. Objectif spécifique 6 pour le genre et la lutte contre les discriminations. Renforcer les mécanismes de lutte contre toute forme de discrimination tendant à freiner l'éclosion des talents en milieu scolaire et d'apprentissage d'un environnement sécurisé et accueillant pour les filles et personnes vivant avec handicap. La mise en place d'une politique qui prenne en compte les personnes vivant avec handicap dans tous les secteurs de la vie. Objectif spécifique 7. Assurer des liens organiques entre les secteurs sociaux et les autres secteurs qui en renforcent la productivité et la durabilité telles que l'eau, l'énergie, l'agriculture et les transports. Bien évidemment, ici on ne va pas s'étendre davantage, il n'y a pas de social sans eau, sans énergie, sans agriculture et sans moyens de transport pour atteindre les points sociaux. Objectif spécifique 8 pour le sport. Promouvoir le sport dans sa diversité et son rôle multifonctionnel dans le développement de la personne tout au long du cycle de vie. Pour atteindre cet objectif, les actions ci-après seront entreprises. L'intégration du sport dans les programmes scolaires et différents cycles de formation pour développer l'esprit d'équipe, la discipline, l'éthique, le dépassement et l'effort par la jeunesse. L'utilisation du sport comme ciment entre les communautés et plateformes de lutte contre les discriminations hommes-femmes et la promotion des personnes vivant avec handicap. La popularisation de la pratique du sport pour lutter contre l'obésité et autres maladies chroniques. L'allocation de ressources techniques et financières conséquentes au secteur sportif. Pilier 4. Transformation durable. Principaux défis. Face aux nombreuses menaces des changements climatiques, avec notamment l'augmentation alarmante des émissions de gaz à effet de serre,
Le monde est à la recherche constante d'une utilisation des ressources naturelles pour les générations actuelles qui ne compromettent pas leur utilisation pour la génération future. La RDC peine à se faire respecter et à jouer un rôle important sur la scène mondiale, alors que sa place devait être sans équivoque. La RDC possède tous les atouts pour œuvrer et s'affirmer comme nouvelle frontière d'influence, comme pays solution, tant au niveau régional qu'international. L'objectif principal ici, c'est de promouvoir une économie verte en conciliant le développement économique et social avec la protection et l'environnement, et la gestion durable des ressources naturelles. 4 objectifs spécifiques concourent à atteindre l'objectif principal. Améliorer la gouvernance forestière et environnementale pour s'adapter au contexte global dominé par le changement climatique et les enjeux politiques, économiques et financiers qui en découlent. Je vous épargne les actions parce qu'il y en a beaucoup. Objectif spécifique 2. Utiliser le capital naturel de la RDC comme outil de développement socio-économique du pays et en particulier de lutte contre la pauvreté et de création d'emplois décents et développés. Objectif spécifique 3. Concrétiser les engagements pris par la RDC en matière d'environnement, de lutte contre le changement climatique et de conservation de la biodiversité au niveau international au bénéfice du développement socio-économique du pays. Objectif spécifique 4. Faire du respect de l'environnement une réelle opportunité d'améliorer la qualité de vie des populations locales et de participer à l'économie verte. Sur les 5 ans, un budget approximatif de 2,82 milliards sera alloué au secteur des transformations durables pour mettre en place des outils et politiques nécessaires permettant de promouvoir une économie verte en conciliant le développement économique et social avec la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. Ce budget sera utilisé comme fonds catalytique pour débloquer les investissements privés et les fonds venant des partenaires au développement. Voilà, chers participants, présenté en quelques mots, je dirais, mais en long quand même, la vision des orientations stratégiques, des objectifs et l'énumération de quelques actions à mener par le programme quinquennal 2024-2028 porté par notre candidat Moïse Katumbi. Nous allons maintenant en définir le cadrage macroéconomique et le cadre de financement. En ce qui concerne le cadre macroéconomique, nous allons définir dans quel contexte nous analysons, faisons nos budgets, quelles sont les hypothèses sur lesquelles nous sommes basés. Au cours des 5 prochaines années, Ensemble pour la République propose de poursuivre un objectif global 2024-2028 d'une forte croissance du produit intérieur brut réel autour de 12% par an en moyenne, essentiellement tiré par le secteur primaire, mine et agriculture 42%, le secteur secondaire, infrastructure et énergie 32%, et le secteur des services, télécommunications, commerce, transport, industrie culturelle et créative 24%. Plus précisément, la croissance du PIB réel est projetée à 10,5%, 11,8%, 12,6%, 13% et 14% respectivement en 2024, 2025, 2026, 2027 et 2028. En ce sens, l'économie congolaise passera d'un PIB nominal de 74,8 milliards en 2024 à 121,3 milliards en 2018. Le taux d'investissement global passerait de 17,6% du PIB en 2024 à 29% en 2028, avec une moyenne de 23,8% du PIB par an, conduit par des investissements publics importants de 2024 et 2026.
Ces derniers jetteront les bases pour des investissements privés importants à partir de la 3e année de mise en œuvre du programme. Le taux d'inflation se situera à 6% en moyenne en glissement annuel pendant toute la période. Au cours de la même période, nous allons maintenir une croissance de la masse monétaire au sens large autour de 29% en moyenne annuelle, dont le crédit au secteur privé devrait être le multiplicateur important. En effet, le taux moyen de croissance du crédit au secteur privé devrait se situer autour de 25% pendant toute la période couverte par le programme. Enfin, nous projetons la réduction substantielle des importations, surtout des produits alimentaires, avec l'augmentation de la production intérieure consécutive à la transformation structurelle de l'économie congolaise, notamment dans le sous-secteur de l'agroalimentaire. Nous projetons une balance de paiement globale de 2,5% du PIB en moyenne au cours de la période. Ces projections de la croissance économique sont réalistes au vu des potentialités inexploitées dont regorge la RDC. D'autant plus qu'autour de nous, certains pays africains ont pu atteindre ces niveaux avec beaucoup moins de ressources, tant naturelles qu'humaines. Selon les projections du FMI de mars 2023, plusieurs pays africains devraient connaître une croissance de plus de 5,5% en moyenne en 2023-2024. Il s'agit notamment de la Libye, 12,9%, du Niger, 9,6%, du Sénégal, 9,4%, de la Côte d'Ivoire, 7,4%, alors que la croissance de la RDC était estimée à 8% au cours de la même période, donc fin 2023, mais actuellement elle a baissé à 6,8%. Ces projections sont basées sur des hypothèses. Vous comprendrez pour les scientifiques et les monétaristes que ces hypothèses sont des éléments importants parce que lorsque ces hypothèses bougent trop, il sera difficile d'atteindre ces projections. Ces hypothèses sont les suivantes. On considère que la production minière devra croître de 12% en moyenne chaque année pendant la période. Les prix de nos principaux minéraux varieraient comme suit. Le prix du cuivre par tonne devrait varier en moyenne autour de 9 500 $ la tonne. Celui du cobalt autour de 55 000 $ la tonne. Celui du pétrole brut autour de 70 $ par baril. Le taux de change utilisé serait de 1 $ pour 2300 francs congolais sur l'ensemble de la période. On considère également qu'il sera poursuivi la mise en œuvre du programme à moyen terme soutenu par le programme élargi FMI et la facilité de crédit. Voilà, brièvement résumé, les hypothèses sectorielles sur lesquelles repose sur la réalisation de l'objectif global du programme et de créer une économie forte, diversifiée et résiliente. La mise en œuvre du programme devrait permettre de relancer la dynamique attendue dans les secteurs non extractifs. Cette dynamique résulterait de la performance des branches d'activité des piliers stratégiques du programme. Enfin, en ce qui concerne le financement du programme, le financement global du programme est estimé à 141,5 milliards de dollars pour 5 ans. Les dépenses courantes s'élèveraient à 94,4 milliards et les dépenses d'investissement public à 47,1 milliards de dollars. Le gouvernement mobilisera 113,9 milliards à titre de revenu interne. Ce niveau de recette sera soutenu par la transformation structurelle de l'économie et donc se situerait autour de 8,5 milliards dans le cadre de différents programmes avec des valeurs différentes. Le besoin de financement global se situe à 19,1 milliards sur toute la période. Le tableau des opérations financières. Donc voilà un peu le tableau. Le budget de l'État passerait donc à 20 milliards à 16 milliards pour
2024, 20 milliards 2025, 23 milliards 2026 et 28 milliards 2027 et 34 milliards en 2022. Avec une moyenne de 28,3 milliards pour la durée du programme. Ce budget sera soutenu par une pression fiscale de 23,4% en moyenne pendant la période de l'exécution du programme. En effet, celle-ci, la pression fiscale, passera de 20,5% en 2024 à 26,2% en 2028, ce qui est dans la moyenne. Voilà, chers invités, l'essentiel du programme tel qu'il a été décliné par notre parti ensemble et qui sera porté par le candidat président de la République, Moïse Katumbi. En conclusion, distinguer les incompris. En conclusion, nous pouvons affirmer que loin des clichés qui sont généralement présentés dans les manchettes internationales, la RDC est véritablement un pays solide. Il a fait et continue à faire face à un bon nombre de défis, mais présente aussi et surtout des opportunités incommensurables qui, malheureusement, n'ont pas fait l'objet d'une exploitation idoine par les régimes qui se sont succédés auprès du pays depuis son accession à la souveraineté nationale. Dans ces circonstances, afin de bâtir un pays plus beau qu'avant, propulser la RDC sur le chemin du développement durable à la mesure de ses potentialités et améliorer sensiblement les conditions de vie de ces populations qui ont droit au bonheur, avec Ensemble pour la République, sous le leadership du candidat du peuple, Moïse Katumbi, le pays connaîtra la stabilité politique, la sécurité sur l'ensemble de son territoire, un capital humain de qualité, une économie forte, diversité d'emplois et transformation durable dont les grands pays ont été présentés dans cette exposition. Avec Moïse Katumbi, nous pouvons faire plus, faire mieux, faire plus vite et ensemble dans la quête de l'amélioration des conditions de vie des Congolais et Congolaises. Ainsi rassemblés autour de Moïse Katumbi, le peuple congolais pourra réaliser un Congo uni, démocratique et prospère. J'ai dit et je remercie. Après, nous passerons à l'hymne national
l'instrumental, bien sûr. Vous avez la parole. On va prier Dieu d'accepter. Maintenant, peuple de Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse et te garde. Que l'Éternel, ton Dieu, fasse louer sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel, ton Dieu, tourne sa face sur vous, sur notre nation, sur notre parti et sur notre président Moïse Katumbi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Après l'hymne national, nous allons suivre l'ordre établi par le protocole. On aura, la sortie se fera par l'excellence Christian Moineau, suivi des autres membres du comité directeur, suivi de députés nationaux, provinciaux et les secrétaires nationaux, ensuite avec les différentes coordinations, et puis viendra tout le monde. Face à l'hymne national.